Oh, pardon, j'étais en train de me coiffer. Bon, alors aujourd'hui nous allons parler de géodésie spatiale. Alors, c'est quoi la géodésie spatiale? Ah, pas évident, hein, géodésie spatiale, ça fait penser à l'espace. Géodésie spatiale. Eh bien, la géodésie spatiale permet de mesurer directement le mouvement des plaques lithosphériques. Alors, je vous avertis que vous allez travailler aujourd'hui. Hein, vous allez faire des calculs et il va falloir bien écouter ce que je vous dis pour poser les choses sur une feuille de papier. Alors, bon, on verra ça en temps voulu. Donc, géodésie spatiale, hein, vous avez compris, ça permet de mesurer. C'est une technique qui permet de mesurer directement le mouvement des plaques lithosphériques. Alors évidemment, il faut savoir ce que c'est qu'une plaque lithosphérique, hein, nous n'allons pas expliquer aujourd'hui, mais globalement, nous savons que la lithosphère, c'est la croûte plus le manteau lithosphérique. Alors ça peut être la croûte océanique ou la croûte continentale, évidemment. Dans ce cas, on définit la lithosphère océanique ou la lithosphère continentale. Donc la lithosphère, elle est rigide et elle est découpée en plusieurs plaques qui sont mobiles, les unes par rapport aux autres, sur une sphère. Et la sphère, évidemment, c'est la Terre. Nous savons également que les séismes et les volcans sont souvent situés aux limites de plaques lithosphériques, comme c'est le cas par exemple autour de la ceinture de feu du Pacifique. Donc autour de l'océan Pacifique, hein, il y a toute une chaîne de volcans, il y a des volcans qui sont plus ou moins explosifs et qui sont situés, dont les limites sont situées entre deux plaques. Bon, c'est un peu compliqué parce on parle souvent, on est dans des zones qu'on appelle des zones de subduction, hein, donc une plaque va passer sous une autre. Alors on va placer les volcans explosifs à un certain endroit par rapport à cet enfoncement, et ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui, évidemment. Nous savons également que les frontières de plaques sont très actives, c'est-à-dire qu'elles bougent, et elles prennent des directions, évidemment, qui sont différentes sur une sphère, hein, un peu comme les pièces d'un puzzle, mais au lieu que les choses soient à plat, les choses sont sur une sphère, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc ces frontières de plaques, hein, qui sont situées évidemment entre deux plaques tectoniques, sont très actives. Elles bougent, elles prennent des directions différentes, des sens différents également, et bien entendu des vitesses différentes. Donc tout à l'heure, nous allons calculer des vitesses de plaques grâce à la géodésie spatiale. Nous savons également que l'étude de l'activité des frontières de plaques nous permet de définir plusieurs types de vitesses que l'on appelle des vitesses d'expansion, alors qu'on exprime souvent en centimètres par an. Nous pouvons avoir également des vitesses de convergence, des vitesses, donc on a dit donc des vitesses d'expansion et des vitesses de convergence. Il y a évidemment des zones d'expansion et des zones de divergence et des zones de convergence. En fait, convergence, c'est quand deux plaques se rapprochent. Divergence, c'est quand deux plaques s'éloignent. Bon. Donc là, on définit des mouvements qui représentés par des vitesses, en fait, d'expansion de plaques océaniques ou de convergence de plaques océaniques. Alors, expansion, évidemment, lorsqu'il y a des mouvements de divergence, on sera situé au niveau d'une dorsale océanique. Lorsque nous serons au niveau de zone de convergence, ce sera soit une zone de subduction, soit une zone de collision. Donc nous verrons dans ce cours et dans les cours suivants que dans les zones d'expansion, les plaques lithosphériques se créent et s'écartent avec une certaine vitesse d'expansion. Nous parlerons alors de zones de convergence avec tous les mécanismes qui l'accompagnent. Nous verrons aussi que dans ces zones de convergence, les plaques lithosphériques soit disparaissent, soit elles entrent en collision. Alors quand elles disparaissent, évidemment, c'est au niveau de zones de subduction, une plaque s'enfonce sous une autre. Alors la plaque la plus lourde s'enfonce sur la plaque la moins lourde, évidemment. Alors, nous parlerons donc évidemment de zones de convergence lorsqu'il y a une
zone de subduction et une zone de collision. Et soit ces plaques vont disparaître, soit elles vont entrer en collision évidemment. Et nous parlerons donc de zone de convergence. Les plaques lithosphériques se rapprochent avec une certaine vitesse de convergence. Et également avec tous les mécanismes qui l'accompagnent. Donc soit zone de divergence avec une vitesse de divergence correspondant également, enfin au niveau de ces zones il y aura des spécificités au niveau des reliefs, etc. Et il y a des mécanismes qui accompagnent ces mouvements soit de convergence, soit de divergence. Donc rapprochement ou éloignement. Bon, vous avez compris. Donc, premièrement, il y aura création de plaques lithosphériques selon une certaine vitesse d'expansion, dont l'origine est au niveau de dorsale océanique. Donc là, dans ce cas, puisqu'il y a une création de matériel, il y aura une expansion en parallèle, et on sera dans des vitesses de divergence. Deuxièmement, si on se place dans le cas de disparition de plaques lithosphériques selon une certaine vitesse de convergence au niveau de zones de subduction, bien évidemment, on définira ces zones, au niveau de ces zones de subduction ou de collision, une vitesse de rapprochement des plaques lithosphériques. Donc certaines vitesses qu'il faudra calculer pour voir, pour mettre en évidence justement ces mouvements de rapprochement ou ces mouvements d'éloignement. Donc la géodésie spatiale, hein, vous allez voir, c'est une méthode qui est très très fine pour mesurer au millimètre près donc le déplacement de ces plaques, soit qui se rapprochent, soit qui s'éloignent. Soit qui coulissent également, on peut avoir deux plaques qui coulissent. Donc, troisièmement, donc on peut avoir une collision de plaques lithosphériques sur une certaine vitesse au niveau de zones à l'origine des chaînes de montagnes. Lorsqu'on a une collision, on est à l'origine de chaînes de montagnes. D'ailleurs, il y a formation de chaînes de montagnes également lorsqu'il y a des zones de subduction, mais le mécanisme est différent. Alors, par conséquent, il existe des mouvements horizontaux, donc comme l'avait soupçonné Wegener à l'époque, vers les années 1920 à peu près. Donc il a mis en évidence, il a prouvé, il a montré, il a essayé de faire comprendre au pôle scientifique que les mouvements étaient qu'il y avait des mouvements horizontaux. Là, on ne parle pas de mouvements verticaux, on parle de mouvements horizontaux. Donc il existe des mouvements horizontaux et des mouvements verticaux également. Hein, ces mouvements verticaux existent. Donc il existe des reliefs positifs et des reliefs négatifs. Bon. Relief positif, on va dire quand c'est en dessous du niveau 0 de la mer, on va dire des reliefs négatifs. Et quand c'est au-dessus du niveau de la mer, on va dire des reliefs positifs. Donc ainsi, on a des limites de plaques lithosphériques qui vont porter de nombreuses signatures géologiques, évidemment, au niveau de reliefs qui seront typiques. La géodésie spatiale, qui est l'objet de ce cours, va nous permettre de comprendre comment on mesure directement le mouvement des plaques lithosphériques. Et le problème que l'on peut se poser, c'est quel est l'apport de la géodésie spatiale dans la compréhension du mouvement des plaques lithosphériques. Bon. Donc voilà pour la première fiche. Deuxième fiche que je vous ai préparée et que je vous lis. Hein, donc à partir de, je me sers d'un certain manuel et puis en parallèle je me sers de mes connaissances et j'apporte des explications en plus. Donc le problème c'est que il y a des mouvements de plaques lithosphériques et quel est l'apport de la géodésie spatiale qui va permettre en fait d'apporter une certaine finesse au niveau des calculs de vitesse en fait par rapport à la vitesse qui utilise d'autres méthodes hein, qui ne correspondent pas à la géodésie spatiale. Premièrement, problème, peut-on mesurer des déplacements absolus? Alors, vous allez trouver dans certains manuels donc des informations intéressantes, des documents intéressants sur lesquels je peux me baser. À vous de trouver le manuel, hein, parce que pour des raisons évidentes, hein, je ne peux pas diffuser les documents. La géodésie, enfin le GPS, que l'on appelle le Global Positioning System, est une technique qui utilise la géodésie spatiale. Alors GPS, vous connaissez, hein, les GPS.
Une trentaine de satellites, qui sont situés à environ 20 km d'altitude, émettent des signaux qui sont captés au sol par des récepteurs qui peuvent être fixes ou mobiles. Cette technique permet de calculer en temps réel les coordonnées géographiques en latitude, longitude et altitude. Donc, cette technique permet de calculer en temps réel les coordonnées géographiques de ces récepteurs fixes ou mobiles. Les stations GPS sont capables de relever des déplacements inférieurs au millimètre. Ainsi, le déplacement d'une station GPS représente le déplacement d'une plaque lithosphérique. Nous comprenons donc que ces récepteurs GPS de très haute précision et en contact avec les satellites nous apportent de précieuses informations sur la tectonique des plaques lithosphériques, c'est-à-dire sur leur évolution dans l'espace et dans le temps. Donc nous avons dit, premièrement, le problème, le sous-problème. Pourquoi sous-problème? Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est de comprendre quel est l'apport de la géodésie spatiale dans la compréhension du mouvement des plaques lithosphériques. Et on divise en sous-problèmes. Le sous-problème que je viens de vous dire, premièrement, c'était peut-on mesurer des vitesses de déplacement absolues? Alors on va dire oui, mais là pour l'instant on n'a fait aucun calcul. On va en faire tout à l'heure. Et c'est là où vous serez mis à contribution. Alors deuxièmement, donc je vous précise comment les données de géodésie spatiale peuvent nous apporter des informations sur les vitesses de déplacement des plaques lithosphériques. Alors, premier point, la géodésie spatiale fournit des données géodésiques qui elles-mêmes donneront des informations sur les vitesses de déplacement des plaques lithosphériques. Mais comment connaître le déplacement réel des plaques lithosphériques? Eh bien, les 4 points cardinaux sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors bien sûr, vous pouvez commencer à prendre des notes. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Premièrement, donc je vous dis que comment connaître le déplacement réel des plaques. Il faut savoir qu'il y a des points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Deuxième chose, c'est que par convention, et ça c'est important à comprendre, un déplacement est positif vers le nord et vers l'est. Et ces déplacements sont négatifs pour des déplacements vers le sud et vers l'ouest. Donc, vous avez compris, 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Déplacement positif vers le nord et vers l'est, et déplacement négatif vers le sud et vers l'ouest. Troisième chose, la latitude correspond à des déplacements nord-sud ou sud-nord. Donc on va vers un pôle sud, on va vers le pôle nord, ou du pôle nord, on va vers le pôle sud. Eh bien, ces déplacements sont des déplacements en latitude. Quatrième chose plutôt, là on est dans le premier point du deuxième problème. La longitude correspond à des déplacements est-ouest ou ouest-est. Voilà. Donc on définit des méridiens en fait. Des méridiens peuvent aller vers l'est ou vers l'ouest, et c'est d'ailleurs sur la distance entre deux méridiens qu'on définit les heures, les différentes heures réparties dans les différents pays. Deuxième point. Imaginons une station GPS que l'on va appeler S1, positionnée à Reykjavik, en Islande.
et une station S2 qui sera positionnée à Hofn, H-O-F-N, en Islande également. Alors Reykjavik, ça s'écrit R-E-Y-K, J-A-V-I-K. Essayons de calculer la vitesse de déplacement réel de S1, c'est-à-dire de la station GPS numéro 1, située à Reykjavik. Alors, prenez vos stylos, votre calculette, votre règle, parce que vous allez en avoir besoin. Là, je ne vous montre pas les choses, je vous les explique. Alors, je répète, essayons de calculer la vitesse de déplacement réelle de la station S1 située à Reykjavik. Premier point. Sur un manuel, vous pouvez voir, sinon écoutez ce que je vous dis, le graphe déplacement en latitude en fonction des années de 2002 à 2018. Alors ce graphe, il donne une vitesse latitudinale, donc nord-sud ou sud-nord. Donc ce graphe donne ce graphe de déplacement en latitude en fonction des années, donc de 2002 à 2018, il donne une vitesse latitudinale vers le nord. Donc c'est vers le nord, donc c'est positif, donc de plus 19,67 mm par an. Donc c'est la pente de la droite, en fait. Alors je mets des pauses, c'est pour que vous ayez le temps de noter, plutôt que de mettre sur pause toutes les 30 secondes. Alors, donc sur un graphique, nous allons pouvoir placer le vecteur V. Donc vitesse, je vous répète, plus 19,67 vers le nord, donc vers la latitude nord. Alors, donc je vous ai dit, sur un graphique, nous pouvons placer le vecteur V, c'est-à-dire sur un graphique représentant la vitesse latitudinale en fonction de la vitesse longitudinale, en plaçant évidemment les 4 points cardinaux. Autrement dit, vous tracez une croix, en haut vous mettez le nord, en bas vous mettez le sud, vous placez l'est sur votre droite et vous placez l'ouest sur votre gauche. Et comme à partir de 0, dans ce repère en fait, vous allez vers le nord et vous représentez le vecteur de la vitesse latitudinale qui est de 19,67 mm par an. Bon, vous avez compris, Donc sur la verticale vers le nord, vous avez un vecteur qui représente nos 19,67 mm par an, c'est-à-dire la vitesse de S1, donc de la station GPS S1 vers le nord. Alors, deuxième point, donc selon le même raisonnement, pour la longitude cette fois-ci, eh bien, on mesure une vitesse longitudinale de moins 9,67 mm par an vers l'ouest. Donc, sur le graphe, sur votre croix, vous aviez placé la vitesse latitudinale. Maintenant, vous placez la vitesse longitudinale qui représente moins 9,67 mm par an. Donc, vous avez représenté le vecteur vitesse. Alors, évidemment, le vecteur vitesse latitudinale et le vecteur vitesse longitudinale forment un angle de 90 degrés entre les deux. Donc là, vous aviez une vitesse positive vers le nord, négative vers l'ouest,
Donc ça veut dire on sait globalement que la vitesse de déplacement sera nord-ouest. Alors, maintenant, donc là on a représenté la vitesse de déplacement de la station, enfin les deux vitesses latitudinale et longitudinale de la station S1, donc la vitesse de déplacement de la station S1, donc à Reykjavik qui était en Islande. Alors, seulement, on a une vitesse vers le nord, on a une vitesse vers l'ouest. Alors, il faut aller vers le nord, il faut aller vers l'ouest. Cette plaque, elle fait quoi, en fin de compte? Parce qu'elle est prise entre une vitesse de déplacement vers le nord et elle est prise également par une vitesse de déplacement vers l'ouest. Mais quelle est réellement cette vitesse? Parce que cette vitesse réelle de déplacement n'est pas la vitesse latitudinale, ni même la vitesse longitudinale. Mais globalement, la vitesse absolue, il va falloir qu'on la calcule. Voilà. Alors, comment calculer la vitesse de déplacement réelle de S1? Comment vous feriez? Alors, vous savez que dans un triangle rectangle, il y a une loi, il y a une règle. C'est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors ça tombe bien parce que nous, ce qu'on cherche en fin de compte, c'est à calculer la valeur de vitesse correspondant à l'hypoténuse. Puisqu'on a les deux côtés, verticaux et horizontaux. Donc là, on a nos deux côtés que l'on va mettre au carré, et la somme de ces deux carrés va nous donner le carré de l'hypoténuse, donc la vitesse réelle de déplacement de S1. Alors on y va. Donc quand on dit le carré de l'hypoténuse, alors dans un triangle rectangle évidemment, lorsque l'on dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, bah, c'est facile. Donc vous écrivez que, alors vous allez écrire quoi? Essayez de trouver tout seul. Alors mettez sur pause. Je vous donne la réponse. Donc la vitesse réelle qu'on va appeler VR, que l'on met au carré, donc V indice petit r, hein, V indice petit r au carré est égal à V indice latitude, on va mettre latitude, plus, alors au carré, donc c'est égal à, donc, alors je répète, hein, V petit r au carré, V indice petit r au carré égale V indice latitude et vitesse au carré plus V au carré indice longitude. Hein. Pour VR, vous faites la racine carrée des deux autres carrés. Hein. Donc ça vous donne VR égale racine carrée de V latitude au carré plus V longitude au carré, soit VR égale racine carrée de, puisque vous avez V latitude au carré, V latitude vous l'avez, c'est 19,67, donc vous élevez 19,67 au carré, plus, entre parenthèses, une valeur négative, donc moins 9,07 au carré, hein, c'est la vitesse longitudinale, et vous avez le signe moins au carré, ça donnera un signe plus. Donc la vitesse réelle, hein, vous calculez, c'est à peu près de 22 mm par an. Donc vous voyez que cette valeur, ce vecteur, alors vous placez le vecteur évidemment hein, sur votre petit graphe en croix, et vous marquez que VR égale 22 mm par an. Et donc vous voyez que ces 22 mm par an sont différents de 19,67 en latitude et de 9,67 en longitude. La vitesse réelle, eh bien, c'est 22 mm par an vers le nord-ouest. Donc vous voyez que ce GPS, enfin cette géodésie spatiale a permis de mesurer une vitesse de déplacement réelle de la station S1 qui représente la vitesse de déplacement de la plaque lithosphérique.
Donc là, vous avez compris que la géodésie spatiale qui utilise des techniques GPS qui mesurent de manière très précise ces vitesses, eh bien, permettent d'affiner en fait la compréhension de toute cette tectonique des plaques lithosphériques, c'est-à-dire le déplacement, les mouvements des plaques lithosphériques, etc. Donc là, nous avons bien calculé la vitesse de déplacement réelle de la station GPS S1 qui est située à Reykjavik en Islande. Alors, je prends ma quatrième fiche et nous allons faire la même chose, mais en nous plaçant toujours en Islande, mais à un autre point, sur une autre zone. Essayons de calculer la vitesse de déplacement réelle d'une station S2 qui était située à Höfn en Islande. Alors le calcul, maintenant vous le connaissez, c'est le même principe. Je peux vous donner les valeurs et vous allez être capable de calculer et de tracer tout seul de manière à obtenir la vitesse réelle de déplacement de cette station S2. Alors, premier point, le graphe déplacement en latitude en fonction du temps, en année, de 2002 à 2018, donne une vitesse latitudinale vers le nord à calculer, sachant que l'on a tracé la pente d'une droite. Alors, voilà les renseignements qui vont vous aider à calculer, c'est que la pente positive donne un déplacement vers le nord. Donc, on parle de latitude nord. Alors, sur le graphe, sur mon graphe, je vous donne les renseignements. L'année 2016 donne un déplacement de 4 cm par an. Alors, ne confondez pas les millimètres et les centimètres. Donc, l'année 2016 donne un déplacement de 4 cm par an. Alors, sur le graphe, déplacement en latitude en fonction des années de 2002 à 2018. Et on a une vitesse latitudinale vers le nord à calculer, sachant que l'on a tracé la pente d'une droite. Donc je répète que la pente positive donne un déplacement vers le nord, latitude nord. L'année 2016 donne un déplacement de 4 cm par an, vous l'avez déjà noté. L'année 2002 donne un déplacement de 24 cm par an. Alors, la pente, c'est-à-dire la tangente, en fait, c'est égal à 24 moins 4 sur 2016 moins 2002. C'est égal à 20 cm sur 14 ans. 20 sur 14. Alors, on fait une règle de 3. À 20 cm, pour 20 cm, on a 14 ans. Et pour x cm, on a 1 an. On a donc x, 20 sur 14, x est égal à 20 sur 14, est égal à 10 sur 7, est égal à peu près à 1,43 cm par an. Donc, on a une vitesse latitudinale de S2 de 1,43 cm par an. Alors, voilà. Donc, on continue. Alors, je vous laisse un petit peu de temps pour vous essayer de comprendre. Donc là, on avait bien, à partir d'un graphe déplacement en latitude en fonction du temps, une vitesse latitudinale de S2 de 1,43 cm par an. Deuxièmement, un autre graphe donne le déplacement en longitude en fonction du temps, en année, de 2002 à 2018 toujours, et on a une vitesse longitudinale vers l'est à calculer, sachant que l'on a tracé la pente d'une droite. Alors, après avoir réfléchi un petit peu, vous voyez sur ce graphe, alors que je ne vous ai pas mis à l'écran, mais que vous pouvez trouver sur un manuel, je vous laisse deviner lequel, manuel de première scientifique, il n'y en a pas 36 millions. Bon. La pente positive donne un déplacement vers l'est.
L'année 2016 donne un déplacement de 4 cm par an. L'année 2002 donne un déplacement de 24 cm par an. La pente égale la tangente égale 24 moins 4 sur 2016 moins 2002 égale 20 sur 14 égale 10 sur 7 égale 1,43 cm par an également. Donc, vitesse latitudinale et longitudinale sont les mêmes en fait. Donc la vitesse longitudinale de S2 est bien de 1,43 cm par an. Donc, si on résume, donc on a un graphe déplacement en latitude en fonction du temps qui donne une vitesse latitudinale que l'on a calculée ensemble de 1,43 cm par an. Et le graphe déplacement en longitude en fonction du temps donne une vitesse longitudinale de 1,43 cm par an également. Ce sont les deux mêmes vitesses. Maintenant, troisième point, nous devons calculer la vitesse réelle de déplacement de S2, c'est-à-dire de la station GPS S2 située à Höfn, en Islande. Alors, tout à l'heure, on a calculé la vitesse réelle à Reykjavik qui était de 22 mm par an. Alors, vous faites comme tout à l'heure, vous avez un graphe en croix, nord, sud, est, ouest. Alors, placez l'est à votre droite et l'ouest à votre gauche évidemment. Et vous placez les vecteurs vitesse 1,43 cm par an latitude. Vous placez le vecteur vitesse longitude de 1,43 cm par an vers l'est. Donc on a deux valeurs positives, puisqu'on avait dit que vers le nord et vers l'est c'est positif. Les vitesses sont positives. Et vous faites comme tout à l'heure, vous utilisez la propriété du triangle rectangle, comme quoi le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc vous avez les deux autres côtés, le côté nord, le côté est. Donc nord, c'est la verticale, est, c'est l'horizontale. Et puis vous faites le calcul, puisque vous avez la vitesse réelle de S2 au carré égale V au carré latitudinal plus V au carré longitudinal. Donc vous avez V, la vitesse réelle de S2 est égale à la racine carrée de 1,43 au carré plus 1,43 au carré. Et vous obtenez, après calcul, il faut utiliser votre calculette, la vitesse réelle de S2 qui est de 2 cm par an. Alors, comme tout à l'heure, on avait à peu près 2,2 cm par an pour la vitesse de S1. Et maintenant, donc là, vous vous apercevez que la vitesse réelle de S2 de 2 cm par an se fait vers la direction nord-est. Alors que tout à l'heure, on avait une direction nord-ouest. Donc là, vous voyez que vous avez deux directions qui sont différentes, comme si entre Reykjavik et Höfn, il y avait une limite de plaque. Ça veut dire qu'une plaque se déplace vers le nord-ouest et l'autre plaque se déplace vers le nord-est. Voilà. Ça veut dire que entre Reykjavik et Höfn, il y a bien une limite de plaque et en fait c'est une dorsale océanique. Donc ça veut dire qu'une dorsale océanique traverse l'Islande. Et donc ces deux stations S1 et S2 à Reykjavik et à Höfn étaient choisies de manière judicieuse pour vous faire comprendre que grâce à ces calculs qui utilisent la géodésie spatiale,
eh bien, on obtient des vitesses de déplacement donc, qui sont très très fins, puisqu'on a vu qu'on a pu calculer quelque chose de très précis, 2 cm par an pour la vitesse d'une certaine plaque et 2,2 cm par an pour la vitesse de l'autre plaque. Alors on va leur donner un nom après à ces plaques-là. Donc voilà pour les calculs. Alors maintenant, nous devons faire le bilan du déplacement de S1 et des S2, même si je vous en ai déjà parlé un petit peu. Alors, première chose, S1 et S2 sont deux stations situées en Islande. Donc ça, vous l'avez bien compris. Deuxième chose, c'est que la vitesse de S1 est égale à 2,2 cm par an vers le nord-ouest. Troisième chose, c'est que la vitesse de S2 égale 2 cm par an vers le nord-est. Alors comment expliquer ces deux déplacements qui sont pratiquement opposés? Alors je viens de vous le dire, évidemment, mais là je répète pour faire un bilan propre. Eh bien, quelle est la réponse? Eh bien, voici la réponse. S1 est situé sur une plaque lithosphérique. S2 est situé sur une autre plaque lithosphérique. Donc ces deux plaques lithosphériques ont des directions opposées, alors pas vraiment opposées, mais pas vraiment la même direction. Bon, c'est pas le même sens. En tout cas, donc pas la même direction et pas le même sens. Si on veut être précis, quand on calcule des vecteurs, eh bien, il faut préciser évidemment la direction, le sens et puis la norme du vecteur, la grandeur réelle du vecteur, ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon. Alors, donc ces deux plaques lithosphériques ont des directions opposées, elles divergent. Ça veut dire qu'elles ont des mouvements divergents. Cinquième chose, c'est qu'en observant une carte de localisation des plaques lithosphériques, donc pour ça vous utilisez un manuel ou vous allez sur internet, eh bien vous voyez que S1 est situé sur la plaque lithosphérique nord-américaine, c'est son nom, et que S2, donc la station S2, est située sur la plaque lithosphérique eurasiatique. Dernière chose, sixième chose en fait, ces deux plaques lithosphériques se déplaçant en sens opposé, nous déduisons que la frontière de ces plaques au niveau de l'Islande, coupée en deux, correspond à une dorsale océanique. Une structure au niveau de laquelle vont se créer les plaques lithosphériques nord-américaines et eurasiatiques. Il s'agit là d'une zone de divergence. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que la géodésie spatiale a permis de calculer exactement la vitesse de déplacement des balises GPS S1 et S2, et ceci nous permet de comprendre que l'Islande est traversée par une dorsale océanique, lieu de création de plaques lithosphériques nord-américaines et eurasiatiques. L'écartement de ces deux plaques lithosphériques se fait à une vitesse d'environ 2 cm par an de part et d'autre, soit un éloignement global, on fait la somme des deux, donc de environ 4 cm par an. À peu près, c'est à peu près. Donc la mesure des différentes vitesses de toutes les balises GPS, donc de toutes les stations situées à la surface de la Terre, eh bien, nous permettent d'obtenir une carte de localisation des plaques lithosphériques avec leur vitesse de déplacement réelle sur un globe sphérique. Alors c'est un pléonasme, un globe est sphérique. La géodésie spatiale est bien une méthode de mesure très efficace du mouvement d'une douzaine de plaques lithosphériques à peu près, qui repose sur la sténosphère, évidemment. Dernière fiche que je vous ai préparée. Eh bien, si on fait le bilan général, eh bien, des satellites géodésiques envoient des signaux
vers la surface de la Terre. Ces signaux captés par des balises permettent de positionner ces balises à mesure qu'elles se déplacent en même temps que se déplacent les plaques lithosphériques, parce qu'évidemment les balises sont solidaires des plaques, parce qu'elles sont fixées sur les plaques, donc si la balise se déplace, ça veut dire que la plaque se déplace, et non l'inverse. Enfin, même si l'inverse est vrai aussi. Alors ce positionnement donne les coordonnées exactes en latitude, latitude nord-sud ou sud-nord, et en longitude, longitude est-ouest ou ouest-est, et en altitude également. Parce que là, on ne l'a pas fait, on n'a mesuré que des mouvements horizontaux, mais on aurait pu mesurer des mouvements verticaux également, en utilisant un autre exemple. Donc altitude, c'est le haut ou le bas ou bas-haut, et ceci au millimètre près. Donc vous voyez que la géodésie spatiale est très 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 fine au niveau des mesures. Donc tout déplacement permet de mesurer tout déplacement permet de mesurer les vitesses de ce déplacement. Alors on obtient des vitesses absolues qui sont des vitesses de déplacement absolues. Ce sont des valeurs réelles. Donc vitesse absolue correspondant à des vitesses latitudinales, à des vitesses longitudinales, et donc la vitesse absolue correspond bien au déplacement des balises et donc des plaques lithosphériques. On a mesuré également des déplacements relatifs. En effet, les plaques lithosphériques se déplacent les unes par rapport aux autres selon des mouvements relatifs. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a des mouvements latitudinaux, longitudinaux. Bon, mais il faut calculer les valeurs réelles, les valeurs absolues, en fait. Bon. Mais ça veut dire qu'on a des déplacements qui sont relatifs. Déplacements relatifs les uns par rapport aux autres. Donc ça veut dire que les plaques lithosphériques se déplacent les unes par rapport aux autres selon des mouvements relatifs. C'est-à-dire, premier point, donc, mouvement de divergence au niveau des dorsales océaniques. Donc ce sont des mouvements relatifs. Autrement dit, il y a non seulement une création des plaques lithosphériques, mais également un écartement des plaques lithosphériques à mesure que ces plaques se créent au niveau des dorsales océaniques. Donc selon des mécanismes que nous n'étudions pas ici, ici ce n'est pas l'objet de l'étude, mais dans un autre cours, oui, on en fait l'étude. Deuxièmement, mouvement relatif de convergence au niveau des zones de subduction et de collision. Là, vous avez un rapprochement des plaques lithosphériques avec un enfoncement d'une plaque sous une autre au niveau d'une zone de subduction. Et si les deux plaques sont de densité à peu près égale, on peut avoir un rapprochement qui va former des zones de collision, c'est-à-dire des chaînes de montagnes proprement dites. Mais troisième chose également, comme par exemple la faille de Sant Andreas, on peut avoir des mouvements de coulissage. Alors, ce sont des glissements horizontaux entre deux plaques, l'une contre l'autre. Il n'y a ni rapprochement, ni éloignement, mais il y a un mouvement relatif de déplacement, comme si les deux plaques coulissaient les unes par rapport aux autres. Donc c'est typiquement ce qui se passe au niveau de la faille de Sant Andreas, un endroit très dangereux entre parenthèses. Donc, la géodésie spatiale, elle donne des indices de déplacement des plaques lithosphériques en termes de déplacement absolu et de vitesse de déplacement relatif, où on voit que ces mouvements sont relatifs les uns par rapport aux autres, donc soit convergence, soit divergence, soit zone de coulissage. Alors, donc voilà pour la géodésie spatiale. Là, vous avez compris qu'à travers un exemple, on a pu mesurer quelque chose de très précis. Eh bien, les valeurs, évidemment, sont reçues régulièrement en tout point de la Terre dans les stations géologiques qui permettent de mesurer ces vitesses de déplacement et donc qui permettent, entre autres, de prévoir certains déplacements, certaines catastrophes, évidemment, certains séismes, certains volcanismes qui peuvent se manifester à différents moments selon ces déplacements de plaques. Bon. On peut se poser un autre problème que l'on va résoudre dans un autre cours, c'est que est-ce qu'il existe des indices géologiques de déplacement des plaques lithosphériques? Alors, bien sûr que oui, il en existe, mais
lorsque l'on dit existe-t-il des indices géologiques de déplacement des plaques lithosphériques, c'est sous-entendu quels sont ces indices. Eh bien, la réponse se fera dans un autre cours. Voilà, donc la géodésie spatiale, on a répondu globalement au problème. Le problème, c'était de savoir en quoi la géodésie spatiale est importante, en quoi elle nous permet de mesurer des vitesses absolues, des vitesses relatives. Alors vous voyez, je vous conseille, lorsque vous avez un manuel, lorsque vous faites une étude, vous faites des fiches. Vous faites des petites fiches comme ça, donc vous avez un certain nombre de fiches, en fait, que vous mettez dans un classeur. Moi, alors, quelquefois, je me sers de fiches que je prépare à l'avance. Donc, je me mets à votre place. En fait, j'essaie d'étudier les documents et puis de voir un petit peu, essayer de poser le problème, essayer de me mettre à votre niveau pour vous expliquer au mieux les choses, ce qui n'est pas toujours évident, à travers un écran d'ordinateur. Donc voilà, faites des fiches, c'est important. Et puis, n'oubliez pas de m'envoyer, de m'écrire un message pour me dire si le cours, c'est trop lent, c'est mal fait, c'est mal dit, il y a trop de répétitions, etc. La critique est toujours bonne à prendre tant qu'elle n'est pas méchante. Vous comprenez pourquoi. Le cours est terminé. À très bientôt.